Et Wagavou les boys, aujourd'hui on se retrouve pour du coup les leaks concernant le nouveau codex des World Eaters. Alors au niveau de la règle d'armée, qu'est-ce qui change? Écoutez, on va perdre le Finnepain, le Finnepain à 6 qui passe à 5, et effectivement aussi la bénédiction qui donnait plus 2 au mouvement. Donc la règle d'armée, ce sera toujours les bénédictions cordes, on va lancer 8 dés au début de la phase de commandement, et suivant le résultat, on va pouvoir choisir des bénédictions. En l'occurrence, maximum 2. D'accord? Parmi les 6 bénédictions, on va trouver pour un n'importe quel double un reroll de jet de charge. D'accord? Ensuite, nous aurons pour double 2 et plus, healing et conso de 6 au lieu de 3 pouces. Pour un double 3+, on va pouvoir Fight and Death sur 4+. Pour un double 4+, ou un triple, on aura Sustain 1 sur les armes de mêlée. Double 5+, ou un triple 2+, on aura Létalité sur les armes de mêlée. Et pour un double 6 ou un triple 3+, quand on cible une unité infanterie, les armes de mêlée, les unités qui bénéficient des bénédictions, vont pouvoir gagner blessures dévastatrices. En soi, les gens commencent à dire oui, mais j'ai plus le plus de move. Il faut savoir que le plus de move a été intégré à toutes les datasheets. Par exemple, vous aurez des Terminators qui vont bouger de 7, les Berserkers eux vont bouger de 8, etc. etc. Donc c'est une perte, mais c'est pas si gênant que ça, sachant qu'on va avoir la reroll des charges gratos pour tout le monde. Voilà. Par contre, effectivement, le Finnepain à 6 ou à 5, dépendamment de la datasheet, était quand même pas mal. Ce qui est dommage, c'est que du coup, ça fait une grosse perte de tankiness pour l'armée. Nous allons donc passer au détachement. On va commencer par le Berserker Warband. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va nous donner plus une attaque et plus 2 en force lorsqu'on effectue une charge. Ça ne marchera pas en cas de réception de charge, un petit peu comme les Blood Angel. On va retrouver 4 optimisations. La première sera plus une attaque et plus un dégât, sauf pour les extra attaques. Ça c'est pas mal, mais à ne pas mettre sur un Lord sur Juggernaut, puisque ça ne marchera pas sur le Juggernaut en l'occurrence. Une deuxième optimisation qui fera moins un dégât. Une troisième, si le porteur est sur table, on pourra relancer 2 dés du dé de bénédiction de corne. Pourquoi pas? Et la dernière va permettre de reroll charge, et si la bénédiction de corne qui permet déjà de reroll les charges est active, alors on aura plus 1 au jet de charge. Au niveau des stratagèmes, on va donc trouver stratagèmes comme à notre habitude. Le premier, c'est le Sticky Objo quand une unité World Eater meurt sur un objectif qu'elle contrôlait. Appréciable. Pour un deuxième stratagème, on aura plus 1 PA sur les armes en phase de corps à corps. Pour 2 CP, on pourra avoir moins 1 dégâts à la phase de cac. Sympathique, mais je pense que c'est plus le tir qui va poser des problèmes. Le quatrième sera pour un CP après avoir tué un monstre ou un personnage adverse, et on parle bien de figurine et pas d'unité. On effectuera un jet de bénédiction de corne. On appliquera du coup les effets en plus. Le cinquième, c'est un Advance Charge classique, et le sixième, c'est un Blood Surge pour les berserkers de 8 pouces automatique au lieu de D6. Ce stratagème est extrêmement fort, sachant que les berserkers bougent déjà de 8. C'est-à-dire qu'on va pouvoir bouger de 16. Beaucoup, le pack de 20. On verra lorsqu'on regardera les datasheets. Le deuxième détachement est le Cult of Blood. Alors je suis désolé pour la qualité de la vidéo à partir de ce moment-là, puisqu'en fait mon fichier PDF est extrêmement dégueulasse, on va pas se le cacher. À la phase de commandement, on va sélectionner une aura qui donne des bonus un peu comme les tactiques dévastateurs assaut ou tactiques sur les Space Marines. On va pouvoir choisir la rage qui va donner pour les Jackal Urgormonger à 6 pouces un monstre, 9 pouces dans le cas d'un Titanic, gagner plus un hit et plus un wound. Il faut savoir qu'à chaque fois, c'est pareil, c'est-à-dire qu'une unité Jackal ou Gormonger à 6 pouces un monstre ou à 9 pouces d'un Titanic, à chaque fois les mêmes conditions. Pour le Race, ce sera plus un move, plus un advance et charge. Et pour le Blood, ce sera donc les modèles qui seront dans l'aura auront une quête plus 1 vue. On va retrouver 4 optimisations. La première, pour les World Eater monstres, plus 3 pouces aux auras de la figurine, pour un prince démon. La deuxième, pour une World Eater infanterie, pourra lead les Jackals ou Gormonger et va gagner infiltration dans le cas des Gormonger. Pour la troisième, les World Eater monstres, on va gagner plus 1 enduit et Finnepain à 5. Sur un prince démon de corne, très très bien. La quatrième optimisation, c'est la possibilité de remettre en réserve redéploiement jusqu'à 3 unités de Jackal ou de Gormonger. Et surtout indépendamment du nombre de réserves stratégiques que l'on a déjà. On va comprendre que c'est surtout un détachement où on va jouer grosso modo des Lords of Skull, des Princes Démons avec une marée de Jackal et de Gormonger tout autour. On va retrouver donc, comme d'habitude, jusqu'à 6 stratagèmes. Le premier, c'est
Un CP, quand un totem, donc un Lord of Skull ou un monstre, est détruit, l'unité qu'il a détruite sera maudite et tous les jackals et les gormangers de l'armée auront la full relance contre cette unité. Pour 2 CP, on va pouvoir faire respawn un pack de jackal après que celui-ci a été détruit. Bien évidemment, ça ne concerne pas les caractères, les personnages qui pourront potentiellement l'accompagner. En troisième stratagème, à la phase de tir ou de cac adverse, on pourra bénéficier d'un Finopena 6. Et si on est à portée de l'un des totems, on va pouvoir passer à Finopena 5+. C'est pas mal, mais c'est dommage que ça ne marche que sur les jackals et les gormangers. Le quatrième stratagème, un CP à la phase de combat, unité de jackal ou de gormanger, la portée d'engagement va passer à 3 pouces. Il change quand même pas mal parce que sur des packs potentiellement de 15 figurines, parfois on n'est pas tout à fait à portée, donc là c'est pas mal. Le quatrième stratagème à la phase de combat, unité de jackal. Le cinquième, pour un CP comme précédemment, donc c'est-à-dire à la phase de combat, unité de jackal ou de gormanger, on va avoir la reroll des as à la touche, et si à portée 6 pouces pour un monstre ou 9 pouces pour un Lord of Skull, grosso modo, alors on aura la full relance des touches. C'est pas mal, sachant que de mémoire il touche à 4. Et le dernier stratagème, pour 2 CP à notre phase de commandement, pour un monstre ou un titan, on active une habilité de corne même si elle a déjà été utilisée. Alors, c'est bien, mais pour les Space Marines, c'est un CP. Là, pourquoi c'est 2, je ne sais pas. Et bien évidemment, on ne peut utiliser ce stratagème qu'une seule fois par bataille. Et on va s'attaquer au troisième détachement, qui est le Khorne Daemon King. Donc comme vous l'aurez compris, ça va être un mix entre les unités World Eater et les démons dédiés à Khorne. Grosso modo, qu'est-ce que ce détachement fait? C'est-à-dire quand une unité démon ou World Eater détruit une unité adverse, donc il faut bien la détruire, on va jeter un dé sur 3+, on va gagner un point de dîme. Ils appellent ça des Blood 10. Ouais, Blood 10. Bref, des points de dîme. Un peu comme à la bonne époque. Et lorsqu'on aura suffisamment lorsqu'on aura suffisamment cumulé à notre phase de commandement, on va pouvoir dépenser des points de dîme pour activer des habilités qu'on va garder jusqu'à la fin de la bataille. Pour 2 points, les démons et les World Eaters vont gagner un Finopena 5 contre les attaques, les blessures mortelles et les attaques psychiques. Pour 3 points, les démons vont gagner lance. Pour 4 points, les démons vont gagner une 4+1 vue. Et 1 point, les démons vont gagner la bénédiction de Khorne. Bien évidemment, on se souvient que toujours la règle d'armée, c'est le jet de bénédiction de Khorne. On va retrouver du coup aussi 4 optimisations. La première des optimisations, c'est les démons à 6 pouces vont gagner la bénédiction de Khorne du porteur, et si la dîme a un point, donc celle qui permet de gagner la bénédiction de Khorne, les unités démons à 6 pouces vont pouvoir reroll les jets de Battle Shock. Ouais, mais je pense qu'elle est pas très utile cette optimisation. La deuxième, c'est démon ou World Eater, sauvegarde à 2+, et quand le porteur meurt, on gagne un point de dîme. Auto. Ça, c'est pas mal, je trouve. Ensuite, pour le Lord sur Juggernaut, on va pouvoir faire lead des chiens de Khorne ou des écarisseurs de Khorne, et il va gagner la frappe en profondeur. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Ensuite, la dernière des optimisations, pour les World Eater Only, on va gagner plus un force, plus une attaque et plus un dégât. Et quand il va tuer une unité, on va gagner automatiquement un point en plus de bouteille, de dîme. Donc il n'y aura pas besoin de faire le jet sur 3+, potentiellement. Déjà, quand on voit grosso modo le détachement, c'est une bonne idée pour pas que ça devienne dégénéré. Le problème, c'est que c'est soumis à une condition d'un jet de 3+. Là, la relique va permettre de gommer cet aspect, mais c'est un petit peu compliqué quand même. Ensuite, au niveau des stratagèmes, toujours au nombre de 6, on va pouvoir, pour un CP, quand le dernier modèle d'unité meurt, si on a un pack de sanguinaires en réserve, alors on va pouvoir faire pop le pack de sanguinaires en réserve entièrement à 9 pouces du dernier modèle retiré et hors d'engagement de toute unité. C'est un stratagème à usage unique et heureuse. Le deuxième, pour au début de la phase de combat, unité World Eater à 6 pouces unité démon, les armes des World Eater vont gagner lance si la dîme de lance est activée, alors ce sera jumelé à la place. Full reroll blessure. Ça c'est cool. Le troisième, après qu'une unité tue un personnage ou un monstre, on gagne sans lancer des 3 points de dîme et on peut utiliser immédiatement des points pour activer les bonus. C'est sympathique contre les tyrannides par exemple, ou contre des armées qui ont pas mal de personnages. Par contre, ça peut être quand même assez situationnel. Et petit bonus sympa, c'est-à-dire qu'on peut utiliser immédiatement des points pour activer des bonus. Ça peut être pas mal pour un séquençage. Après, le détachement reste quand même assez fragile.
en termes de puissance de règles. Le quatrième stratagème pour un CP toujours, à la phase de tir ou de corps à corps ennemi, unité démon à 6 pouces, unité World Eater, ces derniers gagnent une vue à 5+. Donc les World Eater gagnent une vue à 5. Et si la dîme qui file une 4+1 vue est activée, alors ce sera une 4+ invulnérable. Très 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 bon, donc je pense qu'on va peut-être aller rusher la dîme de 4+1 vue pour que justement nos packs en synergie avec les démons puissent avoir des 4+1 vues. Mais c'est pas ça qui va non plus sauver le détachement à mes yeux. Et l'avant-dernier, à la phase de commandement, unité démon à 6 pouces, unité World Eater, on va pouvoir rip-up un modèle de démon. C'est-à-dire, pour les montées, ce sera un modèle, pour les bêtes, ce sera des 3 bêtes, et si c'est une unité d'infanterie, donc ce sera D6 en full point de vie. Ça, c'est quand même pas mal. Tac, 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 je vais vous le montrer. Il est voilà. Et ici, le Diamond Tide. Sympa pour un CP. Après, ça va demander voilà, d'être vraiment à 6 points. Enfin, faut pas. Dernier stratagème qui donne énormément de ring et de plaisir de jeu. Pour un CP, on va repartir en réserve stratégique pour un pack de démons à la fin de la phase, enfin, à la fin du tour adverse. Donc à la fin de la phase de combat adverse. Ça va permettre de repartir en faible, de revenir, etc., de faire pas mal de mouvements. Pourquoi pas? Mais c'est pas ça à mes yeux qui sauve le détachement. Et l'avant-dernier donc détachement, le Gortrak Onslaught. Grosso modo, est-ce que vous vous souvenez des... Pour ceux qui jouaient à l'époque en V3, le Rhino Rush, eh bien écoutez, on est exactement dans ce genre de situation. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une unité World Eater va débarquer des transports, jusqu'à la fin de la phase, on pourra ajouter un au jet de charge et les armes de mêlée de l'unité qui va charger vont gagner lance. On va retrouver aussi 4 améliorations. La première, c'est lorsque le porteur descend un transport, enfin désembarque, il ne pourra pas être ciblé par l'Overwatch, pas par le stratagème Overwatch. Là, aucun souci. Sympa, mais est-ce qu'on va pas préférer les autres? Je pense que si. Le deuxième optimisation, c'est l'aggressive deployment. World Eater Model Only, à la phase de déclaration de formation de bataille, on va pouvoir donner, enfin on va mettre le porteur dans une unité qui lui-même va rejoindre un transport dédié et ce transport va gagner coûte 9. Je le trouve extrêmement fort. Ça, je le trouve très très fort. Parce que du coup, ça fait ce coûte 9, on va pouvoir débarquer, charger, etc. Enfin bref, vous allez voir, il y a plein de mécaniques. Ça va envoyer des missiles. Franchement, si vous aimez jouer des berserkers, que vous aimez jouer Red des Rhino, que vous êtes un vieux de la vieille, entre guillemets, que vous avez joué en V3 le Blue Angel Rhino Rush, vous allez retrouver ça. La troisième des optimisations, donc World Eater Model Only, on va pouvoir sélectionner, enfin notre phase de commande de tir, pardon, on va pouvoir sélectionner un véhicule à 6 pouces du porteur, ou si le porteur est à l'intérieur du transport, on va pouvoir sélectionner ce transport uniquement jusqu'à la fin de la phase à chaque fois qu'on aura tiré, d'accord. On va pouvoir sélectionner une des unités ennemies sur laquelle on a tiré et qui a été touchée par l'une de ces attaques. On va dire qu'ils ont été suppressed, c'est bref, ils ont dû se mettre à couvert. Quand une unité va mettre à couvert, ils vont avoir -1 pour toucher. Donc c'est jusqu'au début de notre prochain tour à nous. Donc si on est joueur 1, sympa, puisqu'on sera jusqu'au T2 par exemple. Si on est joueur 2, c'est toujours sympa, puisque ce sera quand même au début de notre prochain tour. C'est un -1. Est-ce que c'est fort? Je ne pense pas. Mais c'est quand même mieux que de ne pas avoir d'Overwatch. Après, ça va dépendre des compos. Par exemple, là, dans le cas d'Aland Raider, ça peut être sympa. Envoyer les tirs de bolter lourd sur un petit rhino ou un missile avocat à la con, enfin voilà. Après, sur des rhinos, vu que l'opportunité de détruire le rhino est assez facile, et puis l'accessibilité à le faire est très facile aussi, pas spécialement le mettre. Et la dernière donc, de ces optimisations est l'Infernal Infusion. World Eater Model Only, pas de souci, une fois par bataille. Voilà. Au début de la phase de combat, le porteur peut utiliser donc l'optimisation jusqu'à la fin de la phase, il gagne Fight First. C'est quelque chose qui est très fort. Voilà. Ensuite, on va retrouver 6 stratagèmes. Donc le premier pour un CP, à la fin de la phase de combat, unité World Eater infanterie de notre armée et transport qui est à 6 pouces, on va pouvoir les faire réembarquer. Waouh! Je vous rappelle que si on fait des choses un peu de triangulation, qu'on fait un petit peu de géométrie, on va pouvoir venir sur un objectif, faire le mouvement de consolidation de 6 avec la bénédiction de corne dans les 6 pouces du transport et remonter dedans.
Oh la savonnette. Mais je trouve ça génial. Pour un point, nous allons avoir Smash Through. À notre phase de mouvement, unité, un World Eater véhicule de notre armée qui n'a pas été sélectionné pour bouger, il va pouvoir, jusqu'à la fin de la phase, à chaque fois qu'il effectue donc un mouvement normal ou d'advance, passer à travers les murs. Oui, je suis embêté parce que le problème c'est que j'ai pas, voilà, je suis obligé de faire des tours des ruines, par exemple en mode WTC, même fake. Je suis obligé de faire games. Games se met d'ailleurs à faire des navites. Je vais devoir sortir de la ruine et tout, faire le contournement, etc. Un CP, boum, je passe à travers, je m'en fous. Ça rend aussi le Land Raider jouable, parce que c'est pas dédicacé de front support, c'est vraiment tous les véhicules. Donc ça marche aussi par exemple pour un Ferro Cerberus de corps à corps, ou Ferro Centaurus. Non, c'est le Cerberus qui est corps à corps. C'est cool, le Defiler va pouvoir bouger à travers les ruines en mode je m'en fous. Pas mal. Ensuite nous avons Aggressive Disembarkation. Grosso modo, à notre phase de mouvement, unité World Eater Rhino de notre armée qui n'a pas été sélectionnée pour bouger. Cette unité va pouvoir faire désembarquer donc, des unités World Eater à l'intérieur, mais pas à 3 pouces, mais wholly within 6. C'est comme si vous, sur votre jet d'advance, vous aviez fait 3, sans devoir utiliser un advance charge. Ça veut dire que votre pack de Berserker va pouvoir débarquer à 6, 8, donc avancer de 14, grosso modo, et ensuite charger. Je vous rappelle que quand vous êtes descendu d'un Rhino, vous avez plus 1 à la charge. Très très fort. Ensuite, nous avons le Full Throat Assaut à notre phase de mouvement. Unité World Eater Rhino de notre armée qui n'a pas été sélectionnée pour bouger à cette phase. C'est-à-dire qu'il va pouvoir bouger et quand même débarquer les gens normalement. Et ceux-ci vont pouvoir après charger. Donc en soi, pour moi c'est moins intéressant que le fait de débarquer à 6. D'accord? Parce que là le Rhino lui va bouger de 12, on va débarquer à 3, donc ce qui fait 15. Et à côté on a déjà fait... Ah si, tu me diras si en fait mathématiquement, si. Et en fait c'est pareil. C'est pareil, c'est même mieux puisqu'on fait 15. Alors que de l'autre côté on fait 14. Très bon en fait, très très bon, j'ai rien dit, pardon. Autant pour moi. Ensuite nous avons le Unrelenting Advance. Et la phase de tir adverse juste après qu'une unité est tirée. Une unité World Eater, véhicule de notre armée qui a été ciblée, enfin qui a été touchée par au moins l'une des attaques de l'unité attaquante, va pouvoir faire un mouvement de surge de 6 pouces. Ah, pardon, pas un mouvement de surge, parce que le mouvement de surge implique d'être le plus près possible de l'adversaire, pas d'aller en direction de l'adversaire. Là pour le coup on va pouvoir effectuer un normal move de 6 pouces. C'est extrêmement fort. Ensuite, nous allons trouver la Flurry Unleashed pour un CP à la phase de tir adverse juste après qu'une unité ennemie est tirée, sachant qu'il n'est pas cumulable avec l'autre, d'accord, avec le stratagème que j'ai dit juste avant. Une unité World Eater Rhino de notre armée qui a perdu au moins, qui a été ciblée et qui a été touchée au moins une fois, plusieurs fois par ses attaques, unité Berserker qui est à l'intérieur va pouvoir désembarquer et effectuer un mouvement de Blood Surge. Waouh. Alors bien évidemment, on va pas pouvoir, si on a 2 PC, faire bouger le Rhino de 6, puis claquer Fury Unleashed. On va pas pouvoir. On parle bien de same phase. C'est-à-dire qu'on pourrait dire oui mais attends, il va me tirer 2 fois dessus, donc je pourrais faire les deux. Non, là c'est pas possible. Si on fait un normal move avec le Rhino, on peut pas faire un mouvement de Blood Surge avec le pack de Berserk qui est à l'intérieur. Mais ça reste des possibilités de tricks où tous les CP sont intéressants sur ce détachement. On va s'attaquer au dernier des détachements. Malheureusement, un petit souci au niveau du screen, comme vous pouvez voir. Donc je vais juste vous faire un petit récap très rapidement. C'est-à-dire que c'est le détachement pour les octoliers et les octoliers exaltés. C'est-à-dire que les octoliers exaltés qui ont le mot-clé World Eater Possédé, donc ça peut être aussi les possédés World Eater, ils vont gagner un mouvement de surge de 16 pouces. Lorsqu'à la phase de tir, une unité de tir détruit un modèle de l'unité. Une seule fois par phase de mouvement, on ne pourra pas réaliser de mouvement si on est Battle Shock ou si on est à portée de l'engagement. On va retrouver 4 optimisations dans ce détachement. La première pour le Slaughterbound uniquement, donc le nouveau personnage, le mouvement de surge sera automatiquement de 6 pouces. Très fort. La deuxième, c'est pour le World Eater démon. Quand le porteur est détruit,
Quand le porteur détruit une unité, on jette un dé sur un 4+, on va gagner un point de commandement. Pour la troisième relique, les critical hits à la touche s'effectueront sur un 5+, au lieu d'un 6 naturel. Et la dernière des optimisations, l'explosion se fait automatiquement sur 2+, et l'explosion devient des 3+1 dégâts. On va passer au stratagème avant d'attaquer les datasheets. Donc la première est la démonique résistance, qui permet à la phase de tir ou de corps à corps pour 2 CP d'avoir -1 pour blesser les World Eaters Possédés. Vous allez voir, ça peut être super sympathique. Le deuxième, pour un CP à la fight phase, les World Eaters Possédés, donc les octoliers, gagnent +1 dégâts et si ils tapent quelque chose qui n'est pas véhicule ou monstre. On ajoute 1 dégât. Très bon pour aller chercher de l'infanterie, du Terminator, de ce genre de choses. Si cette unité d'exalté, d'octolier exalté tape un monstre, dans ce cas-là, on pourra avoir +1 dégât. Voilà, c'est vraiment pour un CP. En fait, chaque unité d'octolier va pouvoir avoir un bonus contre sa cible de prédilection entre guillemets. Ensuite, pour un CP, pour les World Eaters Possédés qui n'a pas encore bougé ou chargé, ils vont pouvoir bouger à travers les unités ennemies, sauf les monstres et les véhicules. Et 6 mouvements de désengagement pour pouvoir effectuer ce mouvement, ils vont pouvoir le faire gratuitement. Enfin, ils vont réussir le test automatiquement. Le Warp Stalker, je trouve ça extrêmement super sympa. Ça permet d'aller charger derrière, si on a un engage charge par exemple, ou même d'aller parer pour aller faire une action potentiellement. Je trouve ça bien. On est considéré comme faisant un normal move, oui. Each time a model unit makes a normal advance fallback, etc. On va pouvoir traverser les unités ennemies, sauf les monstres et les véhicules. Ça j'aime bien, pour pouvoir aller... par exemple, on a fini notre tour engagé contre quelqu'un, on a tapé, il a retiré les pertes juste devant, on n'est plus engagé. On va pouvoir passer derrière pour aller recharger quelque chose qui est encore plus loin. Je trouve ça super comme possibilité de tricks. Ensuite, le quatrième stratagème est pour moi un stratagème très très fort, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire FEP 3 pouces de Rapid Manifestation, on va pouvoir faire FEP un pack d'exalté octolier, enfin d'octolier exalté à 3 pouces. La différence c'est qu'on ne pourra pas charger. Est-ce que on va avoir nerf de la stratagème en disant pep FEP à 3 pouces, c'est fini, ce sera 6 pouces. Dans ce cas-là, si c'est une FEP à 6 pouces, c'est un petit peu dommageable que ça va être contrable et du coup perd énormément d'intérêt. À voir lorsque le codex sera sorti, mais je pense que ce sera le cas. Il va y avoir le nerf qui va passer derrière. Ensuite, pour 2 CP à la phase de combat, après qu'une unité ennemie a sélectionné ses attaques sur une unité World Eater Possédée, il y aura un Fight and Death automatique. L'Immortal Fury, on est habitué de ce genre de mécanique. Si c'est un CP, c'est sur 4+, si c'est 2 CP, c'est poteau. Ok, pourquoi pas. Mais voilà. Il faut déjà qu'on ait envie de charger des octoliers possédés. Et ensuite, le dernier des stratagèmes, un CP à la phase de commandement adverse. On va choisir une unité World Eater Possédée de notre armée qui n'est pas à portée d'engagement. Non, si, pardon. À la phase de combat adverse, on choisit l'une de nos unités World Eater Possédées et chaque unité à portée d'engagement doit faire un test de Battle Shock. Avec -1. Pardon, oui. Je me suis un petit peu trompé. C'est un bon stratagème parce que c'est à la phase de commandement adverse. Donc il suffit d'attendre qui dit bon bah c'est bon, je vais pour scorer. Hop. Juste avant que tu scores, tu peux me faire des tests de Battle Shock à -1 s'il te plaît. Ah bah du coup t'as plus ton objectif. Bon bah du coup tu mets 5 points de moins. Je trouve ce stratagème quand même assez sympathique. Et c'est tout pour tous les détachements World Eater. On va passer maintenant au datasheet. Alors, Angrone. Angrone, je pense qu'il a pris une claque. C'est malheureux, c'est extrêmement malheureux. Mais malheureusement, je pense qu'il va plus être auto-inclus dans les listes World Eater. Déjà parce que son balayage est passé force 7, le Mortarion lui force 8, c'est-à-dire qu'il va blesser du Marine au corps à corps sur du 7, enfin sur du 3, avec sa force de 7. C'est vraiment dommage. Il a perdu les auras de reroll des As. Il a tout perdu. Je vous laisserai aller regarder les datasheets. Grosso modo, la statline n'a pas trop dû bouger. Mais voilà, c'est vraiment dommage. Après, il y a un deuxième nerf qui tape très très fort sur lui, c'est-à-dire que sa ripop
fait un triple 6 par exemple en les de cornes, de bénédiction de cornes, on ne revient donc à notre prochaine phase de mouvement, donc ça pas de souci. Mais malheureusement avec que 8 points de vie. Alors là, le nerf fait extrêmement mal. C'est vraiment dommage. Après, c'est sûr que quand on affrontait un Angron, on était content de le tuer une première fois. Quand il revenait, on disait ah, bon bah l'adversaire joue avec 450 points de plus que moi, c'était voilà. Là, plus équilibré, mais le fait qu'il ait perdu un en balayage, c'est dommage. C'est vraiment, vraiment dommage. Parce que Mortarion, lui, en balayage, il est force 8. Hein, donc. Et en plus, il réduit de 1 l'endurance des adversaires au corps à corps. Et ce qui est dommage. Les buffs qu'il donne en aura sont pas si fous que ça. Donc oui, effectivement, on va pouvoir ignorer tous les modificateurs quand on va taper au corps à corps. Ouais, off. C'est pas foufou. On a une espèce de anti-fallback. C'est-à-dire qu'on va devoir faire un test de commandement aux gens qui veulent fallback. Si le loup il reste au corps à corps, à 6 pouces en gronne, mais voilà. Et pouvoir reroll des 6D sur la bénédiction de corne. Si engrené sur la table. Ouais, bof, bof, bof. Ensuite, on va passer à Karn. Karn, donc 8 attaques, touche à 2, force 7, moins 2, 3 au corps à corps. Un petit tir de pistolet plasma, ça pas de souci. Il file toujours la reroll des as à la touche et à la blesse de l'unité qui lead. Ça, c'est pas mal. Ensuite, à la phase de charge, si c'est toujours les mêmes règles en fait. Il tape ses copains s'il n'est pas au cac. Et il revient sur un de plus avec 3 points de vie. Ok. Le Lord Invocatus, de mémoire, il a gagné 2 pouces de mouvement. Il a Scout, il a Deep Strike, etc. Sachant qu'il n'y a que les Octoliers classiques qui ont le Scout. Les Octoliers exaltés ont perdu l'accès, ils ne filent plus le Scout, le Lord Invocatus. Donc bon, un petit peu dommage, mais après la statline, je crois qu'elle n'a pas changé. C'est toujours le même pot. Le reste, c'est pareil. Je crains de voir, mais grosso modo... ah oui, si, il peut filer la Deep Strike. Voilà. Il peut filer la Deep Strike. Tac, 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 et il peut rentrer pour des engagements, quoi. Ouais, le document est vraiment mal. Ah oui, d'accord, puis oui. Donc il file la Deep Strike et à son unité quand il lead, et aussi on peut traverser les modèles quand il est dedans. Ça ok, puis après bon bah c'est la Bloody je sais pas quoi là. J'arrive pas à dire parce que le point est trop moche. Mais grosso modo, bon, c'est une charge d'impact. Voilà, quand il effectue un mouvement de charge, on va pouvoir sélectionner une unité qui apporte un engagement de ce modèle, on va lancer sur un dé. De 2 à... Donc sur un 1 il se passe rien, de 2 à 3 on fait une mortelle, de 4 à 5 on fait des 3 mortels, et sur un 6 on fait des 3 plus 3 mortels. Sympa, le Lord Avocatus, sympathique. Encore joué en tant que totem solo, je ne sais pas. Ensuite, le Lord sur Juggernaut. Lui, je crois qu'il est passé... Non, toujours force 6, moins 1, 2, donc ça voilà. De tout. Les terrains, ouais. La travail là, et travers les terrains, donc ça y est, pas de souci. Je crois que c'est même un gain pour le coup. Lui, il me semble qu'il est obligé de faire les tours. Et quand il effectue un normal move, une advance ou un fallback. Ok. J'arrive pas à voir si c'est l'unité qui lead un pack. S'ils ont tous un mouvement de 10, dans ce cas-là, ils peuvent traverser les... Ensuite, le Master of Execution. La statline n'a pas l'air d'avoir changé. Peut-être perdu un point de vie. Je crois qu'il en avait 5. N'importe. Donc là, grosso modo, il dit que le maître des exécutions, quand il est dans un parc de Berserk, il va pouvoir reroll le jet de Blood Surge. Donc ça, c'est pas mal. Quand il tue un caractère, on va pouvoir gagner un CP. Et bien évidemment, on peut reroll le jet de touche et le jet de blessure. Et vu qu'il est devenu sur des dégâts flat 2, il n'y a pas de reroll de jet de dégâts. Ensuite, le démon Corn. Rendu 10 points de vie, sauvegarde à 2, 1 à 4, c'est 3. Bon, ça ne change pas. Bolter, ça y a pas de souci. Oui, quand il a 3 pouces, unité infanterie, World Leader infanterie, il devient le NOP. Ça c'est cool. Quand il effectue un mouvement de charge, ses armes deviennent Devastating Wound.
pourquoi pas. Par contre, il avoine. Il y a 8 attaques, il touche à 2, force 8, moins 2, 1. Moins 2, 3, pardon. Moins 2, 3, c'est ça. Et par contre, en swipe, c'est 16 attaques, il touche à 2 de force 6. J'arrive pas bien à voir, moins 1, 1. Ça déblaye très très fort et il peut faire une intervention héroïque pour 0 CP. C'est quand même pas mal. On va pas se le cacher, mais c'est quand même très très bien. Ensuite, le démon, prince de corne en LA, donc il a un dendu de moins, ça ok. Ensuite, moins 2, 3 au corps à corps, donc ça c'est le même stat line. Tiens, c'est bizarre, lui son infernal canon n'est pas force 7. Voilà, vous voyez bien qu'il est force 5, moins 1, 2. Bon, ok. Ensuite, toute unité à portée d'engagement de lui doit effectuer un test de choc en retirant 1. Si l'unité ennemie est en dessous de sa demi-force. Ok, pas de souci. Ensuite, à chaque fois à chaque fois que ce modèle effectue un mouvement normal d'advance, on va pouvoir sélectionner une unité ennemie au-dessus duquel il est passé. On va lancer 6 dés et sur chaque 4 plus on fait une BM. Voilà, ça n'a pas trop changé, ça y a pas de souci. Notre cher poteau, donc ça on l'a vu, il n'y a aucun souci. Devastating Wound, 3 attaques, bon bref, voilà, ça c'est assez connu. Ensuite, concernant les Zeibund, on voit que le pack n'a plus 30 millions de profils. C'est devenu un profil hybride entre les deux. 5 attaques, touche à 3, force 8, moins 2, 2. Voilà, bon, ça sert. Et si on attaque une unité qui n'est pas véhicule monstre, on a plus 1 pour toucher. Donc c'est-à-dire qu'on touchera à 2, tout ce qui est infanterie, avec 5 attaques par modèle de force 8, moins 2, 2. Et si l'unité est en dessous de sa demi-force, dans ce cas-là on aura plus 1 pour la blesser. Ok, ouais, c'est ok. En soi, on prend les règles comme elles sont. Moi, il n'y a pas de. Ça va permettre vraiment, avec les octoliers classiques, qui mouvent scoop de 6, d'aller chercher des trucs et de taper très fort dessus. En disant, bah voilà, j'en joue 6, 6 x 5, ça fait 30 attaques qui vont toucher à 2. Voilà. Et si, par exemple, t'as pris quelques tirs parce que j'ai des prédateurs, ce genre de choses, là, de venir t'arracher la gueule. Ok. Les octoliers exaltés. Eux sont passés anti-monstre 3+, anti-véhicule 3+. Très très bien. Il me semble qu'il y a un truc qui donne Devastating Wound. Hein. Il me semble qu'il y a un truc qui donne Devastating Wound. C'est pas dans les bénédictions de cornes. Si. Non, c'est que contre l'infanterie. Ok. Après, il faudrait voir que si on est engagé au corps à corps contre une unité d'infanterie et contre un véhicule, du coup, on gagne. Non, c'est les attaques de mêlée qui targetent. Okay. Par contre, en Daemonkin, je suis en train de me dire, on peut avoir... Ah non, c'était lance. Okay. Non, bah j'ai rien dit. J'ai rien dit, autant pour moi. Donc les octoliers exaltés. 4 attaques qui touchent à 3, force 8, moins 3, 2, anti-véhicule 3+, anti-monstre 3+, voilà. Ça peut se défendre contre tout, ok. Moins 6, ça bouge de 10. Ça, Deep Strike maintenant. Chaque fois que ça cible une unité monstre ou véhicule, chaque fois qu'une unité monstre ou véhicule est à portée d'engagement, et qui veut effectuer un mouvement de désengagement, donc un fallback, ils vont devoir faire un test de Desperate Escape. Ouais, un petit peu déçu. Hein, voilà. Par contre, les Berserkers peuvent être joués par pack de 20. D'accord, je sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est marqué 9-19. Ils ont chacun 4 attaques de Chain Sword ou 3 attaques de. Alors, je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est le gros Eviscerator. Force 8 ou Force 6, j'arrive pas trop bien à voir. Ça ressemble à un 8. Force 8 moins de 2, 3 attaques touche à 3. Toujours le Blood Surge, joué par pack de 20. L'icône, c'est à chaque fois qu'on gagne one. Ah oui, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on tue une unité, d'accord, on va gagner un point de. Comment ils appellent ça? Bon, bref, on va gagner un point et on va pouvoir utiliser ces points pour faire des rerolls. Ça, c'est cool. Les Terminators vont bouger de 7, et oui, c'est inclus dans le profil. Après, je crois qu'il n'y a rien d'autre qui a changé, par ça. Ensuite, les Jackals, eux, ont toujours le sticky.
Donc ça, pas de souci. Il touche à 4, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il touche à 4, sauf le gros qui touche à 5 avec ses espèces d'éviscérators. Ça, pas de souci. Les Goremongers s'infiltrent. Ça, c'est sympa. L'unité qui est sortie à Kill Team. Et pour moi, la petite, en bougeant, enfin, il s'infiltre en bougeant de 9, hein, en plus. Hein. Les Jackals bougent de 7, voilà. Petite pépite pour moi du codex, le Chaos Spawn. Ah, le Chaos Spawn, mais c'est en fait du chaos, c'est naze. Oui, alors la figurine est moche. Moi, je préfère celle qu'on avait en V3, mais bon, c'est un autre débat. Il bouge de 10, il scout de 8, il a un Finopena 5. Heureusement qu'il ne touche qu'à 4. Alors, c'est la composition, c'est 2 enfants du chaos. Il arrive, on peut pas en jouer plus, on peut pas en jouer moins. En teneur d'objet, c'est très bien. Voilà, faire des actions, c'est très bien. Pour aller chasser des petits infiltrateurs, genre des scouts, des skitaris, bref, plein de choses. C'est très bien. Tant qu'il n'y a pas de malus de touche en face, je trouve ça extrêmement bon. Faut pas se le cacher. Sachant qu'en plus, il bénéficie des bénédictions de cornes. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Bouge au T1, il va faire 18 pouces. Pour aller emmerder, pour aller taguer un objet. Enfin bref, il y a plein de trucs qui sont super sympas, je trouve. Ensuite, nous avons le Hellbrut. Le Hellbrut, je crois qu'il n'a pas eu de changement là-dessus. Ah, il a plus de moves, ça c'est sûr. Il bouge de 9 maintenant. Le Defiler, lui, va bouger de 10. Donc dans le bon détachement de véhicule, il va pouvoir traverser les murs. En 10, par contre, après, c'est un énorme cul. Donc, un petit peu embêté. Je crois qu'il n'y a pas de... si, il a une petite règle. Donc c'est à la fin de la phase de mouvement adverse. On va pouvoir sélectionner des ennemis à 12 pouces de lui et lui tirer dessus. Voilà, ou déclarer une charge. Voilà. Donc bon, on va préférer lui tirer dessus que de déclarer une charge parce que s'il est à 12 pouces, la charge à 12, voilà. Par contre, si le mec il finit à 5 pouces, on va pouvoir le charger. Et ça, c'est pas mal. Et comme dit, est-ce que c'est ça qui va sauver cette figurine? Le Defiler, je l'ai connu en V5, je crois, V4. Ah, il me semble que c'est V4 pendant la campagne Œil de la Terreur. Et là, malheureusement, pour le sauver, ça va être compliqué. Le Land Raider. Lui, grosso modo, je crois qu'il n'y a pas eu de changement. À tes souhaits. Non mais t'inquiète, je bouge pas juste pour cut et reprendre au bon truc. Le Land Raider, lui, je crois pas qu'il y ait de changement à ce niveau-là. Non, donc ça c'est bon. Par contre, il me semble qu'on a des changements ici. Et oui, voilà, c'est ça. C'est les armes, Rapid Fire 2, voilà. Ici, sur le Land Raider, c'est les armes. Il y a eu des changements. Voilà, Rapid Fire 4, Rapid Fire 2, le Force Friend, Rapid Fire 3, Rapid Fire 4. Sur l'autocanon Hades, ça va avoiner. Ça va avoiner très très fort du plasma, etc. Heureusement qu'il ne touche qu'à 4, vraiment. Les Mauler Find, bouge de 12, plus 2. Bon. Alors, si on a déclaré une charge et que l'unité est en dessous de sa force de départ, on a plus 1 à la charge, et sinon c'est plus 2. En dessous de sa demi-force. Waouh. Lui, je pense qu'il peut être pas mal dans le truc de Rhino. Le Predator, Zombie Bolter, Rapid Fire 4. Et il me semble que le Predator Canon, Rapid Fire 2. Chacun va faire 3 tirs. Ça fait énormément de tirs. Heavy Bolter, Sustained D3. Bon, ça voilà. Rapid Fire, j'arrive pas à voir le nombre, mais. L'armée de tir. Heureusement que ça ne touche qu'à 4. Hein. On compensait par ça, mais sur un coup de chat, ceux qui ont le mojo là. Vous voyez, on se voit ceux qui ont le mojo. Ça va être très très violent. Predator autocanon qui ont des rapid fire, etc. Hop, 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 hop. C'est vraiment une unité, une armée d'agression. Et pour moi, la petite pépite, le Rhino du chaos qui bouge de 12. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien à dire de plus. Le Eldrake, toujours insortable, hein, parce que c'est un volant, en fait. C'est cool, il bouge de 20, mais en fait, comme tous les autres, Eldrake. Le Lord of Skull. À voir le Lord of Skull. Parce que là, on gagne du tir rapide, il y a plein de choses, c'est vachement cool. Oui, il touche qu'à 4, mais par contre, il va avoiner à bout portant. Dans le détachement, vu qu'il a le mot-clé véhicule, si je dis pas de bêtises, voilà, il va peut-être pouvoir traverser les murs. Au moins chier. Du coup, on viendra mettre des patates force 16-4 flat 6.
ou 18 attaques, il touche à 3 force 8 moins 2 2, enfin, parce que lui il a compris comment ça marchait. Contrairement à Angron. Ouais, Lord of Skull ça peut être sympa maintenant. C'est vraiment ridicule de dire ouais mais attends tu t'es bloqué dans tes ruines quoi. Ça c'est pas mal. Et si lui est sur le champ de bataille, ça c'est une petite modification. Avant on pouvait mettre +1 -1 si on avait tué une unité, enfin bref. Là on va lancer un D6 de plus. Donc c'est pas déconnant, c'est un équilibrage qui me... Voilà. Mais par contre, le seul truc, la seule doléance, c'est que j'aurais mis quand même une sauvegarde à 2. Il n'y a qu'une vue à 5. Voilà. Et il bouge de 12. On pourra peut-être advance charge, enfin bref, il y a plein de trucs, voilà. Contrairement au niveau des démons. Oh bah Scarbrand lui est bien force 8 hein, sur le swipe. Donc Scarbrand est meilleur qu'Angron. Voilà. Après pour tout ce qui est partie démon, ça je vous laisserai observer. Je vous laisse quelques instants pour regarder le screen. Mais je suis pas un spécialiste là-dessus, j'ai pas de grandes choses à dire. Sachant qu'on a vu que la partie d'Aimonkin n'est pas non plus ma préférée. Voilà. Là c'est cool la Daimonkin, voilà. Il faut savoir aussi une chose, c'est que là on ne peut pas jouer uniquement en World Eater avec des démons. Voilà. Et il faut savoir que Games a sorti un errata qui empêche les joueurs chaoteux d'aller chercher des démons dans le codex index. Dans l'index démon, pardon. Donc au final, si vous voulez pas jouer Daimonkin, et comme on a vu, c'est pas un détachement qui est fort, oubliez les datasheets démons. Je les mets quand même, pour que vous puissiez les voir. Il y a quelques pertes, c'est dommage, mais bon. Voilà. Et les points de value, on n'a pas regardé, puisque les points vont probablement évoluer d'ici là. Pour résumer, moi le codex World Eater, j'aime bien. Ça me rappelle le Rhino Rush, enfin du moins du détachement qui me fait envie. C'est le Rhino Rush. Le truc de véhicule, etc. Il y a bien évidemment le Warband qui me fait aussi plaisir. Mais comme ça, à première vue, pour quelqu'un qui n'est pas expert, que je suis pas du tout expert, je pense que Angron va rester sur l'étagère. Angron, je suis désolé, mais t'es force 7 mon pote. Ouais c'est cool, t'as ses attaques, mais pas intéressant. Il est tellement pas intéressant que pour le soutenir, moi je vous propose qu'on mette un petit pouce vers le haut, un petit abonnement, qu'on partage, etc. Un petit commentaire, genre RIP Angron ou cœur cassé pour Angron, ou RIP Angron, ou Force Angron, enfin je sais pas, quelque chose pour le soutenir moralement. Vous n'hésitez pas à venir sur mon Facebook, sur mon Instagram, sur Discord et sur ma chaîne Twitch aussi, sur laquelle j'enregistre cette vidéo. Ce serait cool, ça fait toujours du soutien, ça permet d'échanger, on parle de Warhammer, on passe un bon moment. On boit du thé parce que le thé c'est vachement bon et je pense qu'Angron va en avoir besoin pas mal. Bref, je vous dis à plus les Wargamers et à très bientôt, ciao ciao.